Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une maman qui a choisi de faire de sa maternité solo une véritable force plutôt qu'un fardeau. Après 2 mois de grossesse, elle a su qu'elle élèverait son fils seule et très vite, les regards extérieurs l'ont classée. Oh, mais quel courage! Oh là là, ça va être dur de faire tout ça toute seule. Mais derrière ces phrases se cachait une réalité bien plus profonde. Élevée dans un schéma classique où la maman porte tout, et surtout en silence, elle a réalisé très tôt qu'elle ne voulait pas reproduire ce modèle. Devenir maman solo a été pour elle un déclic, celui de sortir des cases, d'oser croire en ses rêves et de montrer à son fils qu'être une femme ambitieuse, ce n'est pas une anormalité. Aujourd'hui, elle est graphiste indépendante, maman solo épanouie et elle a fait le choix de ne plus se sacrifier pour rentrer dans une norme qui ne lui ressemble pas. Alors, dans cet épisode, elle nous raconte son cheminement, ses doutes, ses prises de conscience et surtout comment elle a transformé cette situation en moteur d'émancipation personnelle et professionnelle. Bonjour Sylvie, quel plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. Merci à toi, Nathalie, pour ton invitation et merci aussi à Claire, si elle nous écoute, pour cette belle mise en relation ensemble. Je suis super contente d'être là. Donc, merci beaucoup. Pour me présenter, donc, je m'appelle Sylvie, j'ai 35 ans, je vis à Clermont-Ferrand, au cœur du Massif central et j'ai créé du coup ma micro-entreprise Atelier Saturne depuis presque 1 an. Ça fera 1 an d'ici un petit mois. Donc, j'exerce dans le secteur de la communication et je réalise principalement des identités visuelles et des visuels tout court à destination des réseaux pour les femmes entrepreneurs qui veulent s'offrir de la visibilité, de l'impact, du plaisir à communiquer aussi, parce que ça n'a pas à être un fardeau, et qui souhaitent révéler toutes leurs facettes. D'ailleurs, à ce niveau-là, mon public chouchou, c'est particulièrement les femmes dites atypiques, donc avec un profil hyper multi-HPI, parce que ce sont celles qui ont le plus de mal à se décrire et à s'identifier. Effectivement, parce que souvent d'ailleurs elles sont slasheuses, elles ont plein de projets et plein de choses en tête. C'est ça. Depuis quand es-tu maman et puis combien d'enfants as-tu? Alors, je suis maman depuis le 8 mai 2023, donc je m'apprête au jour où on enregistre le podcast à fêter les 2 ans de mon loulou. Et c'est mon seul enfant à l'heure actuelle. Comme tu l'as mentionné dans l'introduction, je vis cette maternité solo depuis le départ et même avant le départ. Bon, on va y revenir justement. Est-ce que tu peux nous raconter, même si on en a parlé très très rapidement, comment nous nous sommes rencontrés? Oui, bien sûr. Alors, c'est grâce à Claire, qui a été d'ailleurs, pour l'anecdote, ma toute première vraie cliente en création d'identité visuelle. Et on est devenus par la suite de ça amis parce qu'on a beaucoup de points communs dans notre parcours. Avant ça, et avant que Claire me parle de toi et que tu viennes à ma rencontre, je te suivais déjà un petit peu sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, mais un petit peu de loin parce que j'étais encore un peu une bébé entrepreneur et toi, tu avais déjà fait beaucoup de choses.
Donc, je t'avoue que je te suivais avec un petit peu ce côté impressionné. Et finalement, dès les premiers échanges ensemble, bah, j'ai remarqué que tu étais exactement comme sur tes posts. Donc, très humaine, très accessible, authentique. Donc, super. Oh, bah ça fait plaisir, merci beaucoup. Voilà, j'ai les larmes. On va pas me voir, mais j'espère que ça s'entendra pas dans la. Moi qui suis hyper émotive en plus. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce retour. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Alors, je t'avoue, comme beaucoup, je pense, j'ai hésité lorsque j'ai lu la question et finalement la réponse est venue d'elle-même. Ça serait Pénélope Bagieux parce que cette femme est clairement ma source première d'inspiration et depuis un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Mhm. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle est illustratrice et auteure-dessinatrice de BD. Elle a notamment réalisé la série des Culottés, donc qui mettent en avant des portraits de femmes qui ont révolutionné l'histoire. Et son vrai truc en plus, c'est d'être très engagée dans le combat féministe. Elle a également un type d'illustration qui a beau être très simpliste, il est toujours hyper juste. Et c'est une vraie queen de la narration pour moi. Enfin, c'est mon goal à atteindre, on va dire. Et elle affirme, il y a une phrase d'elle que j'aime beaucoup, que si tu demandes avec une petite voix timide qu'on te fasse de la place, ça ne marchera pas. Oh Et oui. cette phrase porte pleinement toute la dimension de mon projet pro. Exactement. Et c'est vrai qu'on a souvent, nous les femmes, plus que les hommes, cette tendance à ne pas vouloir s'imposer, alors que les hommes le font sans aucun problème. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile d'y arriver. Et c'est ça. Bon, on va en parler juste après, mais ça vient de nos schémas aussi, quoi. Exactement. Et bien justement, en rentrant dans le vif du sujet, quand tu as compris que tu allais être maman solo, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi à ce moment-là? Et puis comment tu as vécu les premières réactions de ton entourage et des gens qui étaient autour de toi? Alors, concernant le moment où j'ai compris que j'allais devenir maman solo, ça s'est fait de manière assez brutale. J'allais passer une échographie de contrôle et quand je suis rentrée, le père de mon fils était tout simplement plus là. Waouh! Il a embarqué le chat, quelques affaires et allez, salut. Donc, j'ai traversé 3 jours un petit peu rudes à ce moment-là, émotionnellement, complexifié également par le début de la grossesse qui n'était pas forcément très simple de mon côté. Je me suis pas mal questionnée, notamment sur le fait est-ce que le fait de garder mon enfant allait être un choix égoïste ou est-ce que c'était égoïste justement de faire sans mon enfant. J'avais peur à ce moment-là qu'il lui manque quelque chose de fondamental pour se construire, sachant que j'avais pas de maman solo autour de moi, j'avais pas ce schéma-là à proximité. Donc pour moi directement, j'avais eu cette étiquette de la société, maman solo égale cassos quoi. Mm. Sachant qu'à ce moment-là, en plus, je venais de perdre mon emploi, j'allais bientôt perdre mon logement parce qu'on avait posé le préavis 2 jours avant. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses qui pesaient lourd dans la balance et qui me faisaient déjà mal à ce moment-là, à Ouais, admettre et à observer. Et concernant mes proches, j'ai un rapport familial assez compliqué, on va dire, un peu avec ma famille, mes parents. Donc, ils n'ont pas été soutenants à l'instant T. d'accord. Et comme dit, l'image de la société ajoutée à ça. Par contre, j'ai pu compter sur le soutien de 2 amis très proches qui, eux, pour le coup, ont cru en mes capacités et en mes compétences plus que moi à cet instant-là. Donc, un grand merci à eux pour ça parce que ça m'a aidé un petit peu à entrevoir l'espoir derrière ces gros nuages noirs qui se sont dressés d'un coup d'un seul. Et oui, effectivement, pas facile lorsqu'on se retrouve dans un schéma, comme tu le dis, où on a beaucoup d'a priori qui sont pas forcément la réalité, mais c'est ce que nous renvoie souvent la société, malheureusement, de déconstruire ce qui nous a été poussé depuis qu'on est toute petite. D'autant plus que tu as grandi dans un modèle où finalement il y avait un papa, une maman très classique, la maman faisait tout à la maison, et quand tu es devenue mère, qu'est-ce qui t'a poussé à refuser de reproduire ce schéma pour ton fils? Alors là, encore une fois, ça me fait sourire un petit peu parce qu'en réalité, en tant que maman solo, eh ben, je fais tout parce que je suis toute seule. Mais par contre, là où il y a une grosse différence, c'est que ma mère faisait tout, y compris et surtout pour mon père. Ouais, Elle a voulu partir lorsque j'étais toute petite. Elle n'a pas pu parce que barrière de la langue. Elle est arrivée en France, elle avait 24 ans. Elle parlait pas un mot de français. Et enceinte de moi, donc tu as compliqué un petit peu. Elle n'avait pas encore eu le temps de s'y faire. Manque de moyens financiers, bien sûr. Et je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours trouvé ça très, très, très injuste, le fait qu'elle n'ait pas eu le choix.
Mm. J'ai répété quand même malgré tout une partie du schéma. Je me suis dirigée pas mal vers des hommes immatures qui avaient justement besoin d'être maternés pour prendre des décisions, etc. Et c'est vraiment quand j'étais enceinte que j'ai eu ce déclic et de me dire non, moi j'ai le choix et moi j'ai envie de faire autrement. Et quand j'ai su que j'étais enceinte d'un petit garçon, ça a pris encore plus de sens et plus d'amplitude parce que j'avais vraiment pas envie qu'il assiste à ça, à ce Mm. schéma de l'homme roi, l'homme qui est servi, l'homme immature. C'était totalement contraire à mes valeurs, à mes engagements. Quelque part aussi une part de loyauté envers l'histoire familiale de dire j'ai envie de casser ça, quoi. Ouais. J'ai plus envie qu'on continue sur ce plan-là. Donc finalement, le parcours solo, même si au début c'était difficile, comme je te le dis, les 3 premiers jours, après je l'ai vraiment vécu comme une libération et c'est devenu une évidence. Mm. Et c'est vrai qu'effectivement, tu l'as très bien souligné, on est dans un schéma très patriarcal. Moi, j'ai rencontré plusieurs, on va dire, familles, en tout cas des beaux-parents ou d'autres personnes, où la maman faisait absolument tout, même pour le mari. Oui. Il n'est pas capable de se faire à manger, de laver ses affaires, etc. Et effectivement, je trouve ça fou, en fait, que encore jusque dans les années 80-90, la femme faisait tout à la maison et l'homme, entre guillemets, comme tu dis, était l'homme roi, quoi. Arriver, s'installer, les pieds sous la table, le repas était fait, la table était ensuite débarrassée, etc. Ben, en fait, t'es à l'hôtel ou comment ça se passe? Ah ouais, même pire qu'à l'hôtel, j'ai envie de te dire, parce qu'on était vraiment sur le modèle, il laisse traîner ses chaussettes, etc. Tu vois, c'était l'extrême, quoi. Ouais. Bon, à la fin de ton congé maternité, donc tu as été confrontée aux galères que beaucoup de mamans solo connaissent, les difficultés pour la garde de ton loulou, la pression financière, l'isolement. Comment as-tu vécu cette période? Et puis, est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu as senti que tu ne voulais plus subir et que tu voulais vraiment reprendre les commandes de ta vie? Oui, totalement. Alors, j'ai passé toute la première année de vie avec Gabriel à 100% parce que j'étais au chômage, du coup, durant cette période. Donc, c'était génial. C'était merveilleux sur beaucoup d'aspects, mais c'était aussi hyper difficile. Mm. Je passais mon temps concrètement à jongler entre les différentes choses qu'il y avait à faire, entre m'occuper du petit, bien évidemment, mais aussi tout le reste. Donc, faire à manger, faire les lessives, faire le ménage, les repas, les tétés, les balades, etc. Heureusement, finalement, que je me suis rapprochée de mes parents, qui n'ont aucun relais, quoi, qui ont zéro choix, qui sont peut-être éloignés de leur famille. Et Mm. c'est vrai que je me suis dit, c'est terrible. À la suite de ça, quand même, au bout d'un an, je t'avoue que je commençais un petit peu à me sentir très tendue à l'intérieur parce que je suis une personne qui aime profondément son travail et travailler. Et même si j'adore être maman, c'est pas le souci. Il me manquait tout un pan de mon équilibre et je me sentais du coup un petit peu bancale. J'ai pas trop eu le choix parce que pas de place en crèche. Donc j'ai contacté des assistantes maternelles. Même si j'y allais un petit peu réfractaire, on entend beaucoup d'histoires encore une fois à ce sujet-là. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que dès le deuxième rendez-vous, il y a eu un gros coup de cœur général, très humain, très bienveillant, très puissant. Et heureusement finalement que j'ai pris cette voie-là parce qu'aujourd'hui, la nounou de Gab fait clairement partie presque de la famille. Elle m'apporte un gros soutien aussi bien au niveau de la charge qu'émotionnel. Quand Gabrielle est malade, on peut beaucoup se questionner. Elle est toujours présente et pour ça, un grand merci à la vie de l'avoir mis sur mon chemin. Et oui, effectivement, c'est vrai que c'est les personnes qui nous accompagnent, ça peut changer, en tout cas qui sont dans notre entourage, hein, famille ou pas d'ailleurs, peu importe, ça peut vraiment changer la donne du quotidien et c'est absolument précieux. Totalement, totalement. Avant de te lancer à ton compte, tu as envisagé une reconversion justement en assistante maternelle en te disant bah, je peux plus exercer donc pourquoi pas garder les enfants des autres. Qu'est-ce qui t'a freiné et puis même si tu l'as dit, qu'est-ce qui t'a ramené vers ton métier d'origine hein, de graphiste? Oui, alors encore une fois, je me suis rendu compte que j'étais sur une répétition de schéma, notamment vis-à-vis de ma maman, parce elle a trouvé tout le sens de sa vie en devenant maman. Elle s'est raccrochée à ses enfants, concrètement. Et j'ai cru, moi aussi, que je trouverais tout le sens de ma vie en devenant maman, sachant que juste avant ça, j'ai été un petit peu ébranlée par un burn-out en 2020. Donc, j'étais déjà un peu dans les doutes et dans les questionnements par rapport à mon métier. Mais là, je me suis dit, en étant enceinte, allez, je vais là-dedans, je vais à fond, comme ça, je peux voir mon enfant grandir tous les jours, je le garde, etc. Mais j'étais tellement au bout de ma vie, au bout de cette première année toute seule avec lui, que le frein s'est tiré tout seul, je t'avoue.
C'était frein à main, virage, c'est pas possible, quoi. Ouais, tu t'es dit tout de suite, bon déjà, j'en peux plus du mien, comment je peux garder ceux des autres? Ça va être C'est très ça, compliqué. c'était pas possible. Par contre, oui, la création visuelle, ça, c'est mon truc depuis que je suis toute petite. C'est vrai que le secteur m'a profondément dégoûtée à travers cette expérience en agence de communication qui s'est mal passée et surtout très mal finie. Mais finalement, après le temps de pause imposé par la grossesse, justement, l'évolution du petit et toutes ces choses à faire, la passion est revenue et je pense même qu'elle est revenue encore plus forte qu'avant. Donc c'était un mal pour un bien quelque part. Et oui, et finalement, ça a laissé le temps de te rendre compte ce que tu voulais faire. Exactement. Donc, tu as lancé ton activité d'indépendante en étant maman solo. Effectivement, ça peut faire peur. Qu'est-ce qui t'a donné la force de franchir ce cap malgré forcément les doutes que tu as rencontrés? Alors pour être honnête, j'ai flippé, mais vraiment fort. J'ai eu très très peur à ce moment-là, mais finalement tout me menait vers la voie de l'entrepreneuriat. Aussi bien les contraintes de planning que demande une organisation de maman solo, la disponibilité nécessaire, le burn-out qui m'a écœuré profondément du salariat. Et surtout, je crois que j'avais toujours cette envie en moi. L'injustice, comme je te l'ai dit, a drivé quand même une grande partie de ma vie et parfois même encore aujourd'hui certaines prises de position. Et j'étais franchement fatiguée de subir les désirs des autres, très souvent des hommes dans mon cas, en silence et en souffrance. J'en avais marre du silence et marre de me sentir comme un peu victime de mon passé. Tu vois, j'avais très peur de la notion de visibilité, notamment, parce que ça a tellement explosé fort que je me suis dit comment je peux redémarrer après ça, quoi. Mm, J'ai malgré tout mon flip intérieur décidé de me lancer et je me suis par conséquent libérée de toutes ces barrières en rentrant à fond dans le jeu de l'exposition sur les réseaux. Je suis partie sur Instagram, je suis partie sur LinkedIn. J'étais terrorisée, vraiment, mais je pense que j'ai clairement bien fait parce qu'aujourd'hui, je kiffe à fond mm. toute cette partie-là de création de contenu, d'exposition, de visibilité. Et j'adore cette liberté aussi que me donne l'entrepreneuriat. Et oui, et souvent, la peur débloque, en tout cas le fait d'avoir énormément peur, c'est que c'est un vrai enjeu et ça débloque souvent finalement une situation lorsqu'on y va qu'on n'osait pas imaginer mais qui nous convient carrément mieux. Oui. Quelle femme souhaites-tu que ton fils voit en toi quand il te regarde évoluer? Ça a été une grande question que je me suis posée longtemps. Et vraiment, je veux pas qu'il voit en moi justement une femme parfaite ou cette image de femme qui est toujours forte. Au contraire, je préfère qu'il voit une femme multiple, donc forte et vulnérable, très sensible et poussée par son courage. D'ailleurs, le mot courage trouve racine dans ce qui vient du cœur et c'est clairement ça que je veux lui montrer. Que tout peut devenir possible si on y croit fort et qu'on peut s'affranchir des étiquettes qu'on va venir nous coller par défaut un petit peu en Mm. reprenant justement la pleine responsabilité de nos actes. Certes, les étiquettes sont là, mais on a tous le pouvoir de les dépasser, de les transcender, de les arracher et de se dire aujourd'hui, je m'en fiche, j'ai décidé de vivre autrement. Et bien évidemment, j'ai à cœur de lui apprendre les valeurs qui sont pour moi fondamentales, à savoir l'empathie, la bienveillance envers autrui et surtout envers soi, Mm. la conscience de l'autre et aussi à faire son linge, à cuisiner et à passer correctement la serpillière. Ça, c'est effectivement, c'est essentiel. Je le dis souvent, bah, justement, dans mes posts LinkedIn, chez moi, les garçons, donc on est trois filles, trois garçons, hein, puisqu'il y a le papa, deux garçons, et puis donc il y a moi et mes deux filles. Et bah finalement, les garçons font beaucoup plus la cuisine, par exemple, que les filles. C'est eux qui sont en cuisine systématiquement tous les jours. Et effectivement, j'ai appris aux quatre, que ce soit garçon ou fille, à faire le linge, à étendre le linge, ce qui fait que mon fils, en tout cas le plus grand aujourd'hui, ne vit plus avec nous et a eu aucune difficulté à prendre son appart à 5 heures ou 6 heures de la maison et à faire ses tâches domestiques alors qu'il avait des copains qui savaient pas faire cuire des pâtes, par exemple. Oui, c'est ça, c'est dingue, c'est dingue. Donc c'est vrai que c'est essentiel de leur apprendre et souvent, moi, ce que je dis en tout cas aux mamans de ma communauté, c'est ne culpabilisez pas de leur faire faire. Vous Mm. préparez la responsabilité de vos futurs adultes, hein, de vos enfants. Et c'est justement vouloir tout faire à leur place, c'est justement pas les former à leur vie d'adulte.
totalement. Enfin, tu vois, mon petit loulou a presque 2 ans là, mais il est tout content. Tu sais, il a un petit Mm. balai, il passe le balai, c'est un grand mot, mais Mais il commence, il faut bien commencer. c'est ça, il aime aider, il aime, et du coup, je l'encourage vivement sur cette voie-là. Et oui, parce qu'après l'adolescence, c'est plus la même. C'est ça. Ils râlent, ils font, mais ils râlent. Bon, si tu devais partager un conseil à une maman solo ou à ton toi d'il y a quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, le conseil qui m'a le plus aidé, au milieu de beaucoup de sollicitations que je n'avais pas demandé d'ailleurs, c'est tout finit par passer. Mm. Aussi bien les phases pénibles du bébé que les périodes de galère, que les périodes de doute. Tu l'as souligné tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on a comme ça un moment où on est un petit peu ébranlé, notamment par la peur, c'est souvent le signe qu'il y a quelque chose de plus grand qui se prépare derrière. Donc probablement de garder cette confiance aussi. Et cette foi en la vie, de se dire, OK, là c'est difficile, mais c'est pour ouvrir une nouvelle perspective. Et ce que j'aimerais lui dire aussi, c'est de ne jamais douter du fait qu'elle est assez. Même si elle peut se sentir seule par moment, elle est assez et elle sera toujours assez. Exactement. Bah, merci effectivement pour ce partage qui, je pense, va peut-être aider certaines mamans solo qui nous écoutent. Pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as une réussite ou un moment à nous partager, bien sûr, en relation avec le sujet du jour? Totalement. Je t'avoue que cette interview m'a permis un petit peu de replonger dans tout ce qui s'était passé parce que la vie va vite et que parfois on oublie d'où l'on vient. Mm. Et c'est ça surtout, c'est qu'il y a 5 ans, juste après mon burn-out, je me considérais un petit peu comme foutue par avance. J'avais perdu toute estime de moi à travers cette expérience. La confiance, ben, j'en parle même pas. Je considérais mon parcours comme étant vraiment, vraiment une entrave, vraiment pourrie. J'arrivais pas à y voir quoi que ce soit de positif. Mon profil atypique, du coup, à travers cette grande sensibilité, je le voyais surtout comme une entrave et un fardeau. Donc, en vrai, je touchais le fond. Et finalement, aujourd'hui, après quelques années, eh ben, je suis heureuse. Donc, déjà, rien que le fait de dire ça, c'est fort. Mm, c'est clair. Même si j'ai finalement bâti, on va dire, je suis partie sur une voie hors des cases préétablies, où finalement toutes mes différences, pardon, sont devenues une force. Mm. On me dit même parfois sur les réseaux que j'ai un parcours inspirant. Alors ça, je t'avoue que la première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit, ah bon? Et finalement, oui, parce que quand on regarde en arrière, c'est vraiment la notion de résilience et de courage, donc qui Mm. vient du cœur, C'est qui clair. ressort de tout ça. Le dernier message que j'aimerais faire passer, c'est qu'on a toutes en nous cette capacité à se réinventer, à dépasser nos barrières, nos propres préjugés, parce qu'on en a aussi. C'est dur Mm. à assumer parfois, mais on en a, pour faire bouger nos propres lignes, les lignes des autres aussi, et construire l'avenir auquel on aspire, même et surtout en tant que femme. Waouh, et ben merci pour ce beau message de fin et puis pour ton témoignage totalement honnête sur bah, les phases que tu as traversées et puis également vibrant. Être maman, ce n'est pas une anomalie, même si souvent on peut se poser la question parce que, comme Sylvie l'a souligné, on peut être amené à penser que par rapport à ce qui est projeté par la société. C'est avant tout un chemin de vie qui, loin des clichés de galère ou de sacrifice, peut devenir une véritable source d'audace et d'accomplissement. Mon invité nous rappelle que nos choix, nos valeurs et nos rêves sont les plus beaux héritages que l'on puisse transmettre à nos enfants. Alors, je vous pose cette question à vous, auditeurs et auditrices, quelles barrières aimeriez-vous briser pour montrer à vos enfants que tout est possible, même et surtout lorsqu'on sort des cases imposées par la société. N'hésitez pas d'ailleurs à nous le partager en commentaire directement. Et puis dans tous les cas, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.